Alors, la dernière fois, on avait introduit en fait, la technologie WebJ2E, c'est-à-dire l'architecture d'une application WebJ2E d'une manière générale. Et nous avons vu, en quelque sorte, on a d'abord passé quand même un peu de temps sur le protocole HTTP. Donc, on a expliqué un peu globalement les grandes lignes qu'il faudrait donc retenir concernant le protocole HTTP. Et après, par la suite, donc, nous avons dit que pour développer une application WebJ2E, principalement, nous avons besoin d'utiliser deux types de composants. On va utiliser les servlets et JSP. Donc, dans une application où on respecte le modèle MVC, donc là, une servlette, donc ça va jouer le rôle de contrôleur de l'application, et les pages JSP jouent le rôle des vues. Alors, après, nous avons vu qu'une servlette, c'est une classe Java qui hérite de la classe HTTP servlet, et dans laquelle on redéfinit les principales méthodes c'est-à-dire du protocole HTTP, à savoir les méthodes de get, de post, de put, de delete, de head. Donc, c'est des méthodes qui vont s'exécuter suite à des requêtes HTTP. Ensuite, nous avons expliqué le cycle de vie d'une servlette. Nous avons également parlé de concept session cookies. Et après, nous avons dit qu'en principe, c'est-à-dire une servlette, c'est une classe Java qui hérite de la classe HTTP servlet. Mais quand vous créez une servlette, vous avez besoin de la déployer. Alors, pour déployer une servlette, donc il y a deux moyens de faire ça. Donc, soit en utilisant Alors, pour déployer une servlette, il y a deux possibilités. Soit le fichier web XML, dans lequel on déclare servlet, la servlette et l'URL pattern, ou bien on utilise la notation web servlet. Donc, vous avez deux possibilités de déployer les servlets. Donc, tout à l'heure, au niveau application, nous allons voir les deux cas. Et après, on était sur le point de montrer un exemple de servlet. Donc, ici, ce que vous voyez là, c'est un exemple de servlet. C'est une servlet, une fois qu'il est appelé, tout simplement, il répond uniquement à des requêtes de type get. Alors, quand j'envoie une requête avec get, alors cette servlet, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va tout simplement envoyer un message dans lequel vous avez hello, par exemple, le nom qui a été envoyé comme paramètre. C'est-à-dire que si j'appelle la servlette, par exemple, hello, point d'interrogation, name égale Mohamed, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'envoyer une requête HTTP avec get, n'est-ce pas? En fait, si j'envoie une requête HTTP get, en fait, c'est la méthode do get qui va s'exécuter. En fait, la méthode do get, nous avons dit qu'il reçoit deux paramètres, request et response. Bon, avec l'objet request, je peux lire les données de la requête. Alors justement, pour lire par exemple le paramètre name que vous avez ici, donc je vais utiliser l'objet request.get paramètre name. Donc je récupère le paramètre name. Et après, je vais envoyer donc le résultat au client au format HTML. Alors si je veux le faire dans une servlette, tout simplement, il faut d'abord créer un objet. Donc je spécifie d'abord response.setContentType parce que je dois spécifier dans la réponse HTTP comme quoi le content type, ça va être du texte /HTML. Ensuite, il faut créer un objet printWriter à partir de l'objet response, donc en appelant la méthode getWriter. Et après, par la suite, donc, on va commencer à envoyer dans le corps de la réponse HTTP avec out.println. Donc, j'envoie des balises HTML comme par exemple HTML, head, title, body. Et après, donc, vous avez ici hello, le nom, par exemple, la variable name. Donc, ça, c'est une servlette qui, tout simplement, une fois que vous appelez /hello, par exemple, et bien tout simplement, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Après, il va vous envoyer une page HTML qui contient tout simplement hello, le nom du paramètre que vous avez envoyé. C'est très basique. Alors, vous pouvez constater déjà une chose qui est très importante, c'est que le fait de générer des codes HTML à partir d'une servlette, c'est pas pratique, n'est-ce pas? C'est très lourd, parce qu'en fait, out.println, imaginez que vous allez générer une grosse page HTML avec encore du CSS, avec plein de choses, avec du JavaScript.
Donc on voit bien que en fait, une servlette n'est pas faite pour générer du code HTML, ce n'est pas pratique. Alors quand on a besoin de générer côté serveur du HTML, ben, tout simplement, dans J2E, donc, vous disposez de ce qu'on appelle des pages JSP. Alors en fait, c'est quoi la différence? Donc je vous montre d'abord la différence. Alors c'est quoi la différence entre servlet et JSP? Alors ce que vous voyez là à gauche, ce que vous voyez là, c'est la servlette en fait, qu'on vient de créer. Vous voyez donc c'est une classe Java qui hérite de la classe HTTP servlet avec le code que nous avons montré tout à l'heure. Mais si vous voulez faire la même chose, mais en utilisant une page JSP, ben, tout simplement, on peut créer un fichier .jsp dans lequel je peux directement, dans la page JSP, je peux écrire des codes Java. Alors pour écrire des codes Java, donc j'utilise les balises inférieur pourcentage et pourcentage supérieur. Alors tout ce qui est entre ces deux balises, donc c'est des codes Java, il va s'exécuter côté serveur, exactement comme vous le faites avec du PHP. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais lire par exemple le paramètre nom. Donc je peux utiliser request.getParameter name. Donc ça c'est le paramètre name, ça veut dire que maintenant pour faire appel à une JSP, alors comme vous le voyez là, donc j'appelle directement test.view.jsp. Donc j'appelle directement la page JSP sans avoir besoin de la déployer. On n'a pas besoin de la déclarer dans WebXML ou c'est une simple page JSP. On peut la déployer. Il est auto-déployable par le conteneur web. Donc ici, donc, je récupère name. Et après, du moment que je veux générer du code HTML, donc je ferme mes balises, plutôt la directive JSP. Et après, je commence à écrire des codes HTML. Et après, par exemple, je veux afficher le name. Donc j'écris hello directement. Comme name, c'est une variable, bien sûr, Java. Donc je devrais l'afficher. Alors pour l'afficher, donc je peux utiliser à nouveau inférieur pourcentage entre ces deux balises. Je peux utiliser out.println directement name. Ou tout simplement, on va utiliser cette abréviation, c'est-à-dire égal. Alors quand vous utilisez inférieur pourcentage égal, ça veut dire c'est exactement c'est out.println. C'est la même chose, d'accord? Alors comme vous voyez ici, donc ce que je fais avec cette servlette qui est là, c'est exactement la même chose que ce que je fais avec la JSP. Donc, on peut dire que déjà au niveau forme, c'est quoi la différence entre servlet et JSP? Ben, la différence, c'est que servlet, c'est une classe Java à l'intérieur de laquelle je peux générer des codes HTML, n'est-ce pas? Alors qu'une JSP, c'est l'inverse. C'est une sorte de page HTML à l'intérieur de laquelle j'écris des codes Java. Bon, au niveau forme, on peut voir déjà la différence, n'est-ce pas? Donc, servlet, c'est une classe Java, mais à l'intérieur de laquelle je peux générer du code HTML, alors qu'une JSP, c'est une page HTML à l'intérieur, soi-disant, de laquelle je peux écrire du code Java. Alors maintenant, tout dépend. Est-ce que dans votre application, vous avez beaucoup de code Java à écrire plus que HTML? Ben, il vaudrait mieux être dans une servlet. Si vous avez plus de HTML à écrire que du code Java, ben, il vaudrait mieux être dans une page JSP. Mais dans la pratique, généralement, on va utiliser les deux. C'est-à-dire, dans une application qui respecte le pattern MVC, donc on va utiliser servlet, c'est pour jouer le rôle de contrôleur, n'est-ce pas? Et on va utiliser JSP qui va jouer le rôle des vues. Donc ça, c'est ce que nous avons dit la dernière fois, n'est-ce pas? Alors, autre chose qui est très important, c'est qu'une JSP, quand vous la créez, vous pouvez l'appeler directement sans la déployer, c'est-à-dire vous pouvez directement appeler une JSP avec directement le nom de la page JSP. On n'a pas besoin de la déployer comme servlet dans le web XML ou bien avec des annotations. Mais par contre, il faut noter une chose. Quand vous appelez la page JSP pour la première fois, c'est-à-dire la première fois que vous appelez une page JSP, alors qu'est-ce qu'il fait le conteneur web, Tomcat par exemple? Il va convertir cette servlet cette JSP en servlet. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous créez la page JSP, mais quand vous l'appelez la première fois, qu'est-ce qu'il fait Tomcat? La première fois que vous appelez une JSP, il va la compiler, il va la convertir en servlet. Donc, ça veut dire que une JSP, c'est une servlet. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, même si vous, au niveau forme, vous écrivez ça avec la forme JSP, mais Tomcat, lui, tout ce qu'il connaît, c'est l'API
servlet, c'est-à-dire il va la convertir en servlet. Et quand vous appelez par exemple view.jsp, finalement, qu'est-ce qu'il vous répond? Parce qu'il vous répond, c'est la servlet qui a été générée à partir de cette page JSP. C'est clair? Bien. Alors donc, maintenant, quand vous travaillez, quand vous créez donc des applications dans lesquelles vous allez utiliser conjointement des servlets et des JSP, alors sans doute donc vous aurez besoin à un moment donné, donc la servlet il va jouer le rôle de contrôleur et la JSP va jouer le rôle de view. Alors maintenant, comment basculer du contrôleur vers la vue? En fait, d'une manière générale, dans les applications, il y a deux moyens pour pouvoir, c'est-à-dire passer du contrôleur vers la vue, soit en utilisant ce qu'on appelle un forward, ou bien en utilisant une redirection. Alors, ce sont deux concepts qui sont complètement différents. Il faut les comprendre. Alors, en fait, forward, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en fait une requête, un client envoie une requête HTTP pour faire appel au contrôleur, n'est-ce pas? Ben, le contrôleur, c'est une servlette, il va récupérer donc en fait la requête, il va la traiter. À un moment donné, une fois qu'il termine son travail, une fois qu'il prépare les résultats, il fait directement appel, il fait un forward vers la page JSP. C'est-à-dire quoi? Un forward, ça veut dire qu'une servlette qui fait appel à une autre servlette en quelque sorte. N'est-ce pas? Parce qu'une JSP, c'est également une servlette. Mais quand on fait un forward, il va lui transmettre les objets request et response. C'est-à-dire que quand on fait un forward, on transmet à la vue l'objet request et response. Donc ça veut dire s'il y a des paramètres, des données à partager entre la servlette et la JSP, il va falloir les stocker dans l'objet request. Donc on va voir tout à l'heure. Donc c'est dans l'objet request qu'on peut stocker par exemple des paramètres. Par exemple le modèle, quand on respecte MVC, donc le modèle de l'application forcément, il va être créé au niveau du contrôleur. Mais c'est dans l'objet request qu'on va ajouter un paramètre qui permet de stocker ce modèle qu'on va transmettre à la vue. Donc en tout cas, si vous voulez écrire le code Java qui permet donc de faire un forward, par exemple ici vous voyez un exemple de servlet dans lequel vous avez la méthode doGet. Une fois que j'appelle doGet, par exemple ici j'écris hello name Mohamed. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là dans la servlet? Donc la méthode doGet s'exécute et quand elle s'exécute, ben, je récupère d'abord request.getParameterName, c'est-à-dire une servlette, généralement, c'est elle qui va récupérer les données de la requête. Il va faire les traitements, il récupère le résultat, et après le résultat, il va le stocker dans le modèle, n'est-ce pas? Alors maintenant, ici, pour nous, il n'y a que le nom qu'on va transmettre à la vue. Alors pour cela, pour pouvoir transmettre un paramètre à la vue, donc on peut utiliser par exemple l'objet request.set attribute. Donc on va ajouter un attribut dans l'objet request et après en fait l'attribut on va l'appeler input data par exemple, ça c'est le nom de l'attribut et la valeur c'est name. Une fois que je stocke cette information dans c'est-à-dire dans l'objet request, je peux maintenant faire le forward en utilisant request.getRequestDispatcher. On fait appel à la vue, par exemple view.jsp. Et vous appelez une méthode qui s'appelle forward. Alors forward, vous voyez donc on lui transmet quoi? Deux paramètres, l'objet request et response. C'est bien ça ce qu'on appelle le forwarding, n'est-ce pas? Et quand on fait un forward, donc la page JSP, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Alors la page JSP, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, la première des choses qu'il va récupérer, il va récupérer les données qui ont été transmises par le contrôleur. Par exemple le modèle. Alors dans notre cas ici, on va utiliser donc request.getAttribute, c'est-à-dire, vous voyez donc la servlette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait request.set attribute, c'est-à-dire dans l'objet request, j'ai un attribut qui s'appelle input data, qui contient une valeur, alors que la JSP, qu'est-ce qu'il fait? Il fait request.getAttribute, il récupère input data. Alors sauf que la méthode getAttribute retourne généralement un objet de type object. Donc on a besoin de faire un cast vers le type. Donc, ça c'est juste quelque chose de très basique. Et après donc la page JSP, donc il affiche hello name. Alors ici donc vous voyez dans cet exemple là, je suis en train d'utiliser les deux. Alors maintenant ma requête, toutes les requêtes que j'envoie, elles vont être envoyées vers, c'est la servlette, c'est le contrôleur. Mais le contrôleur, une fois qu'il fait les traitements, il fait un forward vers la vue. Bon, la vue pour nous c'est une page
JSP. D'accord? Alors remarquez donc, quand vous faites un forward, vous avez une requête. Le client envoie la requête vers le contrôleur et à la fin, il reçoit la réponse. Alors, et d'ailleurs, quand vous regardez ici, en fait, le hello, par exemple, vous voyez donc le contenu là, hello from JSP. C'est du texte qui a été généré par la page JSP. Mais si on regarde en quelque sorte l'URL, on ne voit pas de... Hein? Donc, moi, ce que j'appelle, c'est le contrôleur. Donc, je n'appelle pas la page JSP. Ma requête, elle est toujours dirigée vers le contrôleur. Donc, en fait, le contrôleur fait un forward vers la vue. Mais comme il lui transmet le même objet response, ça veut dire que c'est le même objet response qui va être utilisé pour envoyer la réponse. Donc, donc finalement, l'utilisateur envoie une requête, il reçoit la réponse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le forward. Alors en fait, parfois dans des situations, au lieu de faire un forward, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle une redirection. Alors en fait, la différence, c'est quoi? Dans une redirection, qu'est-ce qui se passe? C'est que le client envoie une requête vers le contrôleur et après, le contrôleur va rediriger le client vers une page JSP ou bien vers une autre servlette, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand on fait une redirection, c'est que le contrôleur envoie une réponse HTTP vers le client. Il lui envoie une réponse HTTP dans laquelle il y a le code, le status code, si vous vous rappelez, c'est 300. C'est la redirection 301. Parce qu'en fait, 3. Ah, il faut qu'on s'asseye. Alors, c'est l'occasion de. Parce que le 300 combien? 301. Parce que le 304, c'est le cache. Tu me confirmes? Donc, quand vous faites la redirection, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'envoyer une réponse HTTP avec status code égale 301. Et dans la réponse, vous avez l'entête location dans laquelle vous mettez la page JSP, c'est-à-dire l'adresse de la page JSP. Une fois que le navigateur reçoit cette réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une autre requête vers la page JSP. Et après, c'est la page JSP qui va faire le traitement et il vous donne la réponse. Alors ici, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Quand on fait une redirection, ici, il y a combien de requêtes? Alors, on a deux, n'est-ce pas? Vous envoyez la première, vous écrivez ça. Vous écrivez donc quoi? Vous faites appel au contrôleur, mais après, si vous regardez la vue qui s'affiche, vous allez voir view.jsp, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour pouvoir faire la redirection, il n'y a pas, en fait, la servlette ne transmet pas l'objet request, c'est-à-dire à la vue, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, quand vous faites une redirection, ça veut dire l'ancien objet request, on le perd. Même si vous mettez des données, c'est perdu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une nouvelle requête. Alors maintenant, dans ce cas-là, quand vous faites une redirection, quel est le moyen qui vous permet de transmettre des paramètres à, par exemple, la vue? Alors en fait, dans la majorité des cas, on va utiliser les paramètres URL comme ça. Par exemple, ici, donc, la servlette, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer donc avec request.getParameterName. Et après, pour faire la redirection, on va utiliser response.send redirect. Alors ici, la vue s'appelle view.jsp, mais en même temps, je vais lui transmettre des paramètres. Le paramètre, c'est tout simplement name égale name. Et du coup, donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est que quand vous appelez le contrôleur, lui-même, il fait une redirection vers view.jsp avec name égale le même name qui a été récupéré. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire la JSP? Il va utiliser request.getParameter. Donc il récupère le paramètre name et après il peut l'utiliser. Alors comme vous voyez donc dans les applications, la redirection, on le fait uniquement dans des cas particuliers, n'est-ce pas? Alors que dans la majorité des cas, quand vous êtes dans une requête réponse, souvent on fait plus un forward que une redirection. Alors ça, c'est en fait, c'est des erreurs qui sont commises souvent par les développeurs parce que parfois, ils utilisent des redirections à la place des forwards et que parfois, ils utilisent des forwards à la place de la redirection. Alors, surtout pour ceux qui travaillent avec PHP, souvent, ils utilisent beaucoup header location, n'est-ce pas? Header location, 2 points.
Alors quand vous faites header location de points, c'est quoi ça? C'est une redirection. Alors que la question, il faut se poser la question, quand vous êtes en train d'implémenter le pattern MVC, la redirection, est-ce que c'est nécessaire? Non. Parce que déjà, vous voyez qu'une redirection, vous perdez les données de la première requête. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et parfois, pour garder les données de la requête pour la prochaine redirection, la prochaine page, parfois, on passe via des sessions. Et carrément, vous utilisez une session pour quelque chose, c'est pas une affaire de session, c'est pas quelque chose que vous allez régler avec les sessions. Donc vous voyez, donc vous utilisez tout un certain nombre de mécanismes, alors que, par exemple, en PHP, pour faire le forward, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous utilisez tout simplement require, c'est-à-dire vous avez un script PHP qui fait require un autre fichier .php. Alors quand vous faites require, donc vous utilisez toujours la même requête et vous utilisez toujours la même réponse. Donc ça c'est le forward. Okay. C'est clair? Alors, donc ça c'est globalement les éléments de base. Alors maintenant, juste, on va faire quelques démonstrations.